Bastien Lehello, je travaille chez Egis, je suis ingénieur géotechnicien et j'ai participé à quelques projets dont Mine. Et aujourd'hui, on vient présenter avec Sébastien notre utilisation du SIG géotechnique. Donc ça va être sûrement moins technique que les présentations précédentes et plus dans l'utilisation du SIG et du système d'information géographique et comment on l'utilise nous dans nos projets au quotidien en géotechnique. Donc la présentation elle se fait en 3 parties, avec une première partie où c'est une utilisation on va dire un peu classique, basique du SIG. Une deuxième partie qui sera présentée par Sébastien où on aura une utilisation un petit peu plus poussée. Et puis une dernière partie où on présentera des implémentations avec nos systèmes de management d'information. Donc l'utilisation du SIG en géotechnique. Alors l'utilisation première qu'on en fait, c'est évidemment l'intérêt du système d'information géographique, c'est d'avoir une donnée à une position X, Y, Z bien précise. Donc nous, la première utilisation qu'on en fait, c'est sur des enquêtes de terrain, sur du suivi de campagne de sondage, des visites de sites et certaines phases de construction en phase travaux. Et notamment, une utilisation qu'on fait de plus en plus, c'est dans les opérations de préalable aux réceptions, justement en phase construction des ouvrages. Donc là, on a un exemple, et ça va faire écho aux présentations précédentes où on voyait l'ensemble du gros fichier avec sur un SIG qui représentait chaque donnée. Donc là, c'est une première possibilité d'utilisation qu'on en fait, qui d'ailleurs est demandée par les maîtres d'ouvrage, c'est le suivi d'un patrimoine d'un maître d'ouvrage. Et là, notamment, c'est un suivi d'ouvrage où on vient faire notre visite de terrain et intégrer au SIG les dernières investigations et puis revues de l'ouvrage. Donc généralement ça se présente sous format photo, parce qu'on fait la plupart du temps des formats photo et fichiers PDF, donc c'est pas forcément le plus facile en utilisation, mais ça permet aux maîtres d'ouvrage d'archiver et d'avoir leur suivi d'ouvrage. Une deuxième utilisation qui est un peu plus dans l'ingénierie géotechnique, donc c'est une utilisation pour essayer de définir dans une première, donc vraiment au démarrage du projet, quand on commence à avoir le projet d'infrastructure linéaire et notamment là, les premiers axes, parce qu'on peut avoir plusieurs axes. Et donc c'est la définition assez rapide des zones de déblai remblai, ce qui va nous permettre et ce qui nous sert nous à avoir une première aide dans la définition des investigations géotechniques. Donc ça passe par simplement la comparaison sur différents profils entre la topo du terrain et puis l'axe du projet, et en y mettant quelques seuils de recherche, notamment sur les hauteurs, pour ne pas se retrouver avec plein de petits ensembles de déblais remblais, mais au moins retrouver les grandes zones de déblais remblais. Et donc du coup, en bas, on voit à peu près le sortant qu'on obtient. Une autre utilisation qu'on fait, cette fois-ci en SIG 3D, c'est la représentation des sondages, donc ce qui va nous permettre de suivre les sondages, mais aussi d'avoir les premières couches géologiques. C'est l'intérêt pour nous de ce type de présentation, de représentation, c'est effectivement de retrouver l'information ou le modèle géotechnique dans son environnement, c'est-à-dire de pouvoir corriger ou pouvoir réfléchir à d'autres interprétations de sondages si on s'aperçoit qu'effectivement, à côté, entre deux sondages voisins, on a une interprétation qui n'est pas forcément cohérente. Donc ça nous permet de rechercher des erreurs quand on fait nos analyses géotechniques.
Dans la même utilisation, on va représenter tout ce qui est essais pressiométriques. Enfin là, ce qu'on va représenter, c'est plutôt des essais in situ ou des essais de laboratoire dans son environnement. C'est-à-dire, par exemple, pour les essais pressiométriques, donc on va avoir une valeur et sa profondeur. Et les essais de laboratoire, c'est pareil, on va récupérer la valeur des essais de laboratoire qu'on va réintégrer dans le SIG. Ce qui va nous permettre, pareil, d'essayer de réfléchir à nos modèles géotechniques, notamment pour bien vérifier qu'on ait des ensembles homogènes. Et notamment, ça peut permettre de corriger certaines on va dire, modélisations géotechniques. Et enfin, là, je vais juste pour vous présenter un projet qui est en cours, là, qui se fait... donc c'est une autoroute entre Lima et Yoli, dans les Andes. Et du coup, où on utilise le SIG plutôt dans les phases amont, dans les phases AVP, phases de reconnaissance de terrain. Alors l'intérêt de ce type d'outil, c'est surtout qu'on sait le transporter sur site et qu'on peut amener avec nous tout un ensemble de données. Nous, dans le SIG, on a intégré un certain nombre de cartes, les réseaux géologiques, hydrauliques. On a intégré tous les ouvrages géotechniques et puis le projet, enfin les différents tracés du projet. Et puis ça nous sert principalement, parce que là on est en phase de démarrage de projet, de suivi de terrain, qui est grâce au WebSIG, qui peut être directement envoyé chez les ingénieurs qui ne sont pas sur le terrain. Donc ça, c'était ce qu'on a présenté, c'est vraiment l'utilisation type et première du SIG qu'on peut faire chez GIS. Donc ça se fait avec les différents logiciels, ça peut être ArcGIS ou QGIS. Et je vais laisser la main à Sébastien pour une utilisation un petit peu plus poussée. Alors une autre application qu'on a pu mettre en œuvre avec ArcGIS, c'est un outil d'automatisation interactif pour évaluer le potentiel de dommage du bâti sous l'effet de la construction d'un ouvrage enterré. Donc l'idée, c'était donc d'automatiser tout le process d'évaluation, depuis le calcul des déformations du terrain en prenant en compte les différentes matrices de vulnérabilité pour pouvoir aboutir à la classe de dommage de chaque bâti, et ça plutôt à grande échelle. Les entrants dont on dispose, dont on a besoin, ce sont le SIG du tracé de l'infrastructure, le SIG du bâti, donc qui comporte sa localisation, également toutes les données qui lui sont associées, le type, le nombre d'étages, la classe de sensibilité, une base de données également du bâti en parallèle du SIG et le profil en long géotechnique. Donc le process, comme je l'ai expliqué, c'est un calcul automatique du tassement, du creusement du tunnel. On entre également les matrices de classe de dommage, matrices de vulnérabilité, que l'on peut bien sûr, sur lesquelles on a la main, qu'on peut adapter pour conduire au potentiel de dommage. Le principe de calcul, donc c'est le calcul donc automatique d'une cuvette de tassement qu'on approche ici par une courbe de Gauss et qui dépend du diamètre, de la profondeur du tunnel et du paramètre du sol, qui est la méthode PEC. Les sortants, eh bien, ce sont la génération des isolines de tassement, ce sont les calculs donc, des trois composants, tassement absolu, différentiel et déformation horizontale, et la détermination du potentiel de dommage de chaque bâti. Donc ici, on dispose, là on peut visualiser donc, donc à l'échelle de plusieurs kilomètres, mais on est sans que ce soit limité, ça peut être 2 km comme ça peut être 10-13 km ou 30 km. On voit ici par la ligne noire le tracé de l'infrastructure enterrée, et on voit apparaître l'ensemble des bâtis par leurs contours et avec un certain
code couleur, on a possibilité d'avoir plusieurs fonds de cartes et d'afficher un certain nombre de données depuis la sensibilité jusqu'au tassement. Donc il s'agit d'un tableau de bord connecté donc aux bases de données, ces bases de données qu'on peut mettre à jour de façon, je dirais, pas régulière, mais qu'on peut mettre à jour à plusieurs reprises. Donc voilà comment se présente l'outil. Ici, donc, c'est un zoom sur un extrait donc, du fond SIG. On a une fiche d'information là qui est une fenêtre contextuelle sur la droite qui permet pour le zoom en question, ce qui apparaît à l'écran, pouvoir fournir un certain nombre de données sur les fondations, la catégorie des bâtiments à leur destination et donner déjà une première répartition sur la sensibilité des bâtis. Bien sûr, plus on va zoomer, plus on va réduire la fenêtre. Cette fenêtre étant interactive va se mettre à jour. Donc on peut dézoomer à l'échelle du tracé et on aura l'ensemble des données à l'échelle du tracé, ou alors zoomer sur un secteur. On peut afficher les cartes de déformation. Donc là, ce sont les isolines des tassements. On peut également des tassements différentiels, absolus ou des déformations. Et on indique également ici les classes de dommages par un code couleur. Donc le résultat, eh bien, c'est la visualisation sur la carte donc, du potentiel de dommage ou de la classe de vulnérabilité. Toujours en ayant la fenêtre contextuelle qui va nous donner toujours les mêmes informations sur le bâti et aussi sur la répartition des classes vulnérables. Donc là, l'avantage, c'est de pouvoir faire des premières simulations, des toutes premières simulations, même quand on a très peu de données de sol, ce qui permet à l'échelle du tracé d'aller tout de suite pointer quels sont par exemple les bâtis qui sont très vulnérables, qui apparaissent en rouge, et ensuite pouvoir localiser les zones qui vont demander une attention particulière, des reconnaissances complémentaires, etc. Donc bien sûr, on va pouvoir mettre à jour aussi, au fur et à mesure de l'avancée des études, on va pouvoir recaler les calculs de tassement, donc PEC, à partir d'un certain nombre de données géotechniques, un certain nombre de calculs numériques, 2D. Donc au fur et à mesure, on va mettre à jour les calculs, le process du tassement, mais également la sensibilité. Quelquefois, on a, je ne sais pas, on a peut-être que 50% des résultats de classe de sensibilité. Et au cours du projet, on va avoir des nouvelles données. Donc on va pouvoir mettre à jour des nouvelles hypothèses, notamment en termes de classe de sensibilité, et régénérer la nouvelle classe de vulnérabilité. Donc on va pouvoir affiner au fur et à mesure du projet de façon tout à fait simple, simplement par la mise à jour des bases de données des SIG. Voilà pour cette application. Et donc, sur la troisième partie, c'est juste pour vous parler qu'effectivement, bon, le SIG, c'est tout un sujet de données et d'utilisation de la donnée. La structuration de la donnée, elle est importante chez Egis. Et nous, on voulait redonner un dernier point là, sur la structuration, enfin ce qu'on appelle nous, le BIM chez Egis, qui est l'utilisation d'un format d'échange interopérable, en tout cas, qu'on essaye d'utiliser avec tous nos logiciels métiers. Et finalement, le développement qu'on fait chez Egis, c'est surtout de travailler sur des applis qui nous permettent de rendre interopérables, enfin de pouvoir utiliser un format d'échange commun dans nos différents logiciels. Et donc ce format d'échange commun, c'est RSQML. Et donc on a trois types de logiciels qui permettent de travailler sur ce RSQML. Le RSQML Builder qui permet de concaténer et d'intégrer nos données. Et puis RSQML4 qui lui permet de les réutiliser et les transmettre aux ingénieurs génie civilistes sous format CAD et WG. Et puis un RSQML GIS, donc justement pour l'interaction avec le SIG. Pourquoi on a choisi RSQML, c'est juste pour dire que c'est un format d'échange qui existe, qui vient du monde pétrolier et qui permet à la fois, qui permet d'intégrer à la fois des données de sondage, mais aussi des données de modèles géotechniques.
peut-être un truc, oui. Donc du coup, les modèles géotechniques chez nous, hein, ils sont faits par GDM et peuvent être intégrés directement dans un RescueML-CAD et après peuvent repasser en allant travailler sur ce RescueML-CAD ou en DWG Civil 3D pour tout ce qui est ingénierie, on va dire génie civil, et via ArcGIS Pro pour tout ce qui est développement SIG. Ce qui est intéressant à connaître aussi, c'est qu'il y a les entreprises de sondage qui sont intéressées également pour créer et faire leur sortant de sondage directement en RescueML. Donc là, il y a quelques exemples, notamment, ça c'était nos phases de test où on récupérait, finalement, hein, ça nous permet de récupérer les couches de sol avec les propriétés mécaniques. Donc on a toutes les limites et on a un ensemble de caractéristiques mécaniques, hein, qui sont transférées directement dans les WG et utilisables par les génies civilistes. Pareil, on récupère forcément les sondages, hein, ça c'est la première étape, je vais mettre avant. Sondages qui peuvent être inclinés ou de différentes natures. Et ces sondages, on les récupère avec l'ensemble de leurs données, c'est-à-dire leur nom, leur profondeur, les différents, qui est-ce qui a rentré le modèle et puis les différentes propriétés du sondage. Et également l'intérêt, c'est que RescueML il permet d'intégrer tout ce qui est failles. Donc ça, c'est plutôt de la modélisation géologique. Donc là, pareil, un autre exemple. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, c'est la partie SIG. Et du coup, c'est les derniers développements qu'on a fait sur ce fichier, ce format d'échange, hein, c'est de pouvoir pouvoir lire en tout cas et rapatrier le modèle géotechnique et les sondages via le SIG, donc via ArcGIS. Donc ça, on a l'interface graphique de représentation, donc ce qu'on veut représenter comme type de sondage. Et puis, j'ai fini. Et puis, l'interface graphique des sondages en 3D. Donc après, pour toutes les utilisations qu'on a démontrées avant, ça a tout un intérêt. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc oui, il y a une possibilité après, il y a toute l'utilisation des logiciels ArcGIS, hein, qui peut être appliquée à notre base de données. Je crois que j'ai fait le tour. Merci de votre attention et puis si vous avez des questions.